nous devons faire ou pas à l'entraînement. Pita endure leurs conseils avec plus de patience, mais je deviens maussade, grognon. Le deuxième soir, alors que nous fuyions la salle à manger pour regagner enfin nos chambres, Pita marmonne. Il faudrait faire boire un peu Mitch. J'émets un son à mi-chemin entre le rire et le reniflement. Puis je me reprends. Je n'en peux plus de passer sans arrêt de la camaraderie à la froideur. Au moins dans l'arène, je saurais ce qu'il en est. Arrête. Ne faisons pas semblant quand nous sommes seuls. Comme tu veux, Katniss, dit-il avec lassitude. Après cela, nous ne nous adressons plus la parole qu'en présence de tiers. Au 3e jour d'entraînement, on commence à nous appeler après le déjeuner pour les séances privées avec les juges. District après district. D'abord le garçon, ensuite la fille. Comme d'habitude, le district 12 passe en dernier. Nous patientons dans la salle à manger, faute de mieux. Ceux qu'on a déjà appelés ne reviennent plus. À mesure que la salle se vide, la pression des autres s'allège. Quand c'est le tour de Roux, il ne reste plus que nous deux. Nous demeurons assis en silence jusqu'à ce qu'on appelle Pita. Il se lève. Souviens-toi de ce qu'a dit Mitch. Impressionne-les au poids. Ces mots ont jailli tout seuls de ma bouche. Merci. Compte sur moi, dit-il. Et toi, vise juste. J'acquiesce. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Mais quitte à perdre, j'aimerais autant que ce soit Pita qui gagne. Ce serait mieux pour notre district, pour Prime et ma mère. Au bout d'une quinzaine de minutes, on m'appelle. Je lisse mes cheveux, redresse les épaules et pénètre dans le gymnase. Je sens tout de suite que l'affaire est mal engagée. Les juges sont là depuis trop longtemps. Ils viennent d'assister à 23 démonstrations. La plupart ont bu trop de vin. Ils ne songent plus qu'à rentrer chez eux. Je n'ai pas d'autre choix que de m'en tenir au plan. Je m'avance vers le stand de tir à l'arc. Oh, ces armes qu'ils ont. Voilà des jours que je rêve de poser les mains dessus. Des arcs en bois, en plastique, en métal et autres composants que je serais bien en peine de nommer. Des flèches à l'empennage parfait, impeccablement taillées. Je choisis un arc, je le tends, et je jette un carquois plein sur mon épaule. Un espace de tir a été prévu, mais il est trop limité. Rien que des cibles rondes banales ou des silhouettes humaines. Je me place au centre du gymnase et je choisis ma première cible, le mannequin d'entraînement du lancer de couteau. En bandant l'arc, je sens quelque chose qui cloche. La corde est plus tendue que celle à laquelle je suis habituée. La flèche est plus rigide. Je rate le mannequin de quelques centimètres et je perds le peu d'attention qu'on m'accordait jusque-là. J'éprouve une brève bouffée d'humiliation. Je reviens aux cibles rondes et je tire, encore et encore, jusqu'à avoir mon arme bien en main. De retour au centre du gymnase, je reprends ma position initiale et je transperce le mannequin en plein cœur. Puis, je coupe la corde du sac de frappe qui s'éventre en s'écrasant par terre. Sans un temps mort, je roule sur une épaule, me relève sur un genou et tire une flèche dans l'un des projecteurs suspendus au plafond du gymnase. Une cascade d'étincelles en dégringole. C'est du grand art. Je me retourne vers les juges. Quelques-uns hochent la tête d'un air approbateur, mais la plupart sont focalisés sur le cochon rôti qu'on vient d'apporter sur la table du buffet. Soudain, je suis furieuse. Ma vie est en jeu, et ils n'ont pas la décence de m'accorder un regard. Ils préfèrent s'intéresser à un cochon crevé. Mon pouls s'emballe, mes joues s'échauffent. Sur un coup de tête, je sors une flèche de mon carquois et la décoche vers la table des juges. Tout le monde s'écarte avec des cris d'effroi. La flèche arrache la pomme dans la gueule du cochon et la cloue au mur. On me dévisage avec incrédulité. « Merci pour votre attention !» dis-je. Une légère courbette, puis je gagne la sortie sans attendre qu'on me le demande. Chapitre 8. En sortant à grands pas, je balance mon arc d'un côté et mon carquois de l'autre. Je bouscule au passage les muets et berluets qui gardent l'ascenseur et j'enfonce rageusement le bouton du 12e.
Les portes s'ouvrent. Je m'engouffre dans la cabine. Je réussis à retenir mes larmes jusqu'à mon étage. Les autres m'appellent depuis la salle à manger, mais je fonce dans ma chambre, m'enferme à double tour et me jette sur mon lit. Et là, je me mets à pleurer pour de bon. Cette fois, c'est fichu. J'ai tout gâché. À supposer que j'ai jamais eu l'ombre d'une chance, elle s'est envolée en fumée quand j'ai tiré cette flèche vers les juges. Que va-t-on faire de moi? M'arrêter? M'exécuter? Me couper la langue et me changer en muette au service des futures tribus de Panem? Quelle mouche m'a piqué de tirer sur les juges? Bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai tiré sur la pomme, parce que j'étais furieuse face à leur indifférence. Je n'essayais pas de tuer qui que ce soit. Sinon, il y aurait au moins un mort. Oh, et puis quelle importance. Ce n'est pas comme si je risquais de remporter les jeux. Peu importe ce qu'on me fera. Ce qui m'inquiète davantage, ce sont les conséquences pour ma mère et pour Prime. L'idée qu'on puisse leur faire payer mon coup de folie. Va-t-on leur confisquer leurs maigres biens? Envoyer ma mère en prison et Prime au foyer communal? Les tuer? Non, on n'oserait pas les tuer quand même. Et pourquoi pas? Pourquoi se gênerait-on? J'aurais dû rester sur place et m'excuser. Ou bien éclater de rire, comme s'il ne s'agissait que d'une plaisanterie. J'aurais peut-être bénéficié d'une certaine clémence, au lieu de quoi j'ai quitté les lieux de la manière la plus insolente qui soit. Et Mitch et Effie viennent frapper à ma porte. Je leur crie de me ficher la paix, ce qu'ils finissent par faire. Je sanglote pendant au moins 1 heure. Puis, je reste pelotonnée dans mon lit, à caresser les draps de soie en regardant le soleil se coucher sur un Capitole aux couleurs de sucre candi. Au début, je m'attends à voir débarquer des gardes. Mais plus le temps passe, moins cela me paraît probable. Je me calme. On a encore besoin d'une fille du district 12 après tout. Si les juges veulent me punir, ils peuvent le faire publiquement. Attendre que je sois dans l'arène et lâcher des bêtes sauvages qui me dévoreront. En s'assurant que je n'ai ni arc, ni flèche sous la main pour me défendre. Avant cela, cependant, ils me donneront un score si bas qu'aucun sponsor digne de ce nom ne voudra s'intéresser à moi. C'est ce qui se passera ce soir. L'entraînement n'étant pas ouvert aux caméras, les juges annoncent le score de chaque participant. Le public dispose ainsi d'une base pour les paris qui se déroulent tout le long des jeux. Ce nombre, compris entre 1 et 12, le 1 étant calamiteux et le 12 pratiquement inaccessible, traduit le potentiel de chaque tribu. Ce n'est en aucun cas une garantie de victoire. Il indique seulement quelles tribus ont montré le plus de promesses à l'entraînement. En raison des impondérables de l'arène, les tribus à haut score sont souvent les premiers à succomber. Voilà quelques années, le garçon qui a remporté les jeux n'avait reçu qu'un 3. Néanmoins, ce score peut aider ou handicaper un tribu en termes de sponsors. J'espérais que mes talents d'archère me vaudraient un 6 ou un 7, même si je manque un peu de puissance. Maintenant, je suis certaine d'avoir le score le plus faible des 24. Or, si personne ne s'offre à me sponsoriser, mes chances de rester en vie se réduisent presque à néant. Quand Effie vient frapper à ma porte pour me convier au dîner, je décide d'y aller. Les scores seront annoncés à la télévision ce soir. Pas question de pouvoir garder le secret sur ce qui s'est passé. Je me rends à la salle de bain, je me passe de l'eau sur le visage, mais j'ai toujours les yeux rouges et gonflés. Tout le monde m'attend à table, y compris Sina et Portia. J'aurais préféré que les stylistes ne viennent pas, car, à ma grande surprise, je n'aime pas l'idée de les décevoir. Comme si j'avais fichu en l'air leur excellent travail lors de la cérémonie d'ouverture. J'évite les regards et je trempe ma cuillère dans ma soupe de poisson. Son goût salé me rappelle mes larmes. Les adultes parlent de prévisions météo et je croise le regard de Pita. Il hausse les sourcils. Une question. Que s'est-il passé? Je secoue légèrement la tête, et puis, alors qu'on nous sert le plat de résistance, Mitch déclare. Très bien. Assez tourné autour du pot. À quel point avez-vous été mauvais aujourd'hui? Pita se jette à l'eau. Je ne suis pas sûre que ça fasse une différence. Quand je suis entrée, c'est à peine s'ils ont tourné la tête dans ma direction. Ils entonnaient une sorte de chanson à boire, je crois. Alors j'ai balancé 2 ou 3 trucs lourds à droite et à gauche,
jusqu'à ce qu'on me dise que je pouvais m'en aller. Voilà qui me rassure un peu. Pita n'a peut-être pas attaqué les juges, mais, au moins, lui aussi a été méprisé. « Et toi, chérie ?» me demandait Mitch. M'entendre appeler chérie par Mitch me hérisse le poil, si bien que je rétorque. J'ai tiré une flèche sur les juges. Tout le monde s'arrête de manger. « Tu as fait quoi ?» L'horreur qui transparaît dans la voix des filles confirme mes pires appréhensions. Je leur ai tiré dessus. Enfin, pas sur eux, à proprement parler. Dans leur direction. Comme a raconté Pita, j'étais en train de viser. Ils ne faisaient pas attention à moi et je me suis énervée et j'ai dégommé une pomme dans la gueule de leur stupide cochon rôti. Je termine cette tirade sur un ton de défi. Comment ont-ils réagi ? S'enquiert prudemment Sina. Je n'en sais rien. Je suis partie tout de suite après. Sans attendre qu'il t'en donne la permission ? S'exclame Effie. Je me la suis donnée toute seule. Je me souviens d'avoir promis à Prime de faire mon possible pour gagner. J'ai l'impression qu'une tonne de charbon vient de s'abattre sur mes épaules. Bon, ce qui est fait, dit Mitch. Il entreprend de se beurrer un petit pain. Vous croyez qu'on va m'arrêter ? Je demande. J'en doute, répond Mitch. Ce ne serait pas évident de te remplacer à ce stade. Et ma famille ? J'insiste. Vous croyez qu'elle risque quelque chose ? Je ne pense pas, dit Mitch. Ça n'aurait guère de sens. Il faudrait dévoiler ce qui s'est passé au centre d'entraînement pour que ça puisse avoir un impact sur la population. Les gens auraient besoin de savoir ce que tu as fait. Mais comme ça doit rester secret, à quoi bon ? Je crois plutôt qu'ils te le feront payer dans l'arène. C'est ce qu'ils avaient promis de faire de toute façon, observe Pita. Très juste, reconnaît Mitch. Et je réalise que l'impossible a eu lieu. Ils ont vraiment réussi à me remonter le moral. Et Mitch prend un travers de porc avec les doigts, ce qui lui vaut un froncement de sourcils des filles, et le trempe dans son vin. Il déchire un morceau de viande à belles dents, puis se met à glousser. Quelle tête faisait-il ? J'ai soudain envie de rire. Ils avaient l'air choqués, terrifiés, ridicules, pour certains. Une image me revient à l'esprit. L'un d'eux a trébuché en arrière dans un saladier de punch. Et Mitch s'esclave bruyamment, et nous commençons tous à rire, à l'exception des filles, même si on voit qu'elle se retient. « Ma foi, bien fait pour eux !» s'exclame-t-elle. « C'est leur travail de faire attention à vous. Ce n'est pas parce que vous venez du district 12 qu'il faut vous ignorer. » Elle jette des regards à droite, à gauche, comme si elle venait de dépasser les bornes. « Je suis désolée, mais c'est mon avis !» ajoute-t-elle sans s'adresser à personne en particulier. « Je vais avoir un très mauvais score, dis-je. Seuls les meilleurs scores ont vraiment de l'importance. Personne ne retient les mauvais ou les médiocres, me rassure Portia. On peut penser que tu as caché tes talents exprès. C'est une stratégie comme une autre. J'espère que c'est comme ça que les gens interpréteront le 4 que je vais me payer, déclare Pita. Si ce n'est pas moins. Franchement, voir quelqu'un amasser un gros boulet et le lancer à 1 ou 2 mètres, ça n'a rien d'extraordinaire. En plus, l'un d'eux a failli m'atterrir sur le pied. Je lui adresse un grand sourire et je réalise que je meurs de faim. Je me coupe un morceau de porc, je le plonge dans la purée de pommes de terre et me mets à manger. Tout va bien. Ma famille ne risque rien. Je n'ai rien commis d'irréparable. Après le dîner, nous passons au salon pour suivre l'annonce des scores à la télévision. Il nous montre d'abord une photo du tribut, puis son score s'affiche au-dessous. Sans surprise, les tribus de carrière ont tous entre 8 et 10. La moyenne des autres tourne autour de 5. Étonnamment, la petite roue obtient un 7. Je ne sais pas ce qu'elle a montré au juge, mais, fluette comme elle est, ça devait être impressionnant. Le district 12 passe toujours en dernier. Pita décroche un 8. Quelques juges ont donc dû suivre ses exploits malgré tout. Je m'enfonce les ongles dans la paume en voyant s'afficher mon visage. Je m'attends au pire. Puis, le chiffre 11 s'inscrit à l'écran. 11 ! Effie Trinket pousse un petit cri. Tout le monde me tape dans le dos, m'acclame, me congratule. Tout ça me semble irréel. C'est sûrement une erreur. Comment
Comment est-ce possible? Je demande à Imich. Je suppose qu'ils ont apprécié ton caractère, répond-il. N'oublie pas que c'est du spectacle. Il leur faut des concurrents qui dégagent quelque chose. Katniss, la fille du feu, dit Cinna en me serrant dans ses bras. Oh, attends un peu d'avoir vu ta robe pour l'interview. Encore des flammes? En un sens, répond-il sur un ton malicieux. Peeta et moi nous félicitons l'un l'autre, moment quelque peu délicat. Nous nous sommes bien débrouillés tous les deux, mais est-ce vraiment une chose dont l'autre puisse se réjouir? Je me retire dans ma chambre dès que possible et m'enfouis sous les couvertures. La tension de la journée, la crise de larmes surtout, m'a épuisée. Je me laisse glisser dans le sommeil, libérée, soulagée, avec le chiffre 11 qui danse derrière mes paupières closes. À l'aube, je reste un moment allongée dans mon lit, à regarder le soleil se lever sur une magnifique matinée. On est dimanche. On ne travaille pas chez nous. Je me demande si Gale est déjà dans les bois. D'habitude, nous consacrons cette journée à faire des réserves pour la semaine. On se lève tôt, on chasse, on cueille, puis on retourne faire du troc à la plaque. Je pense à Gale sans moi. Chacun de nous peut se débrouiller seul, mais nous sommes meilleurs à deux, surtout pour le gros gibier, mais également pour les petites choses. Avoir un partenaire rend le fardeau plus léger. La lourde tâche de nourrir sa famille en devient même agréable. J'ai trimé seule dans les bois pendant 6 mois, avant de tomber sur Gale par hasard. C'était un dimanche d'octobre. L'air était frais, chargé d'odeurs de décomposition. J'avais passé la matinée à disputer des noisettes aux écureuils, et l'après-midi, légèrement plus chaud, à patauger dans des mares pour récolter des Katniss. Tout ce que j'avais comme viande, c'était un écureuil qui avait pratiquement bondi sur mes orteils à la recherche de glands, mais j'espérais trouver encore des animaux lorsque la neige aurait recouvert mes autres sources de nourriture. M'étant enfoncé plus loin que d'habitude, j'avais hâte de rentrer chez moi avec ma besace pleine. C'est alors que je suis tombée sur un lapin mort. Il pendait par le cou, suspendu à un fil métallique à 30 centimètres au-dessus de ma tête. J'en ai aperçu un autre, à 5 mètres de là. J'ai reconnu les collets parce que mon père entendait lui aussi. Une fois pris, le gibier se retrouve en hauteur, hors d'atteinte des autres prédateurs. J'avais essayé tout l'été de tendre des collets, sans succès. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser ma besace pour examiner celui-là. J'avais les doigts sur le fil, juste au-dessus d'un lapin, quand une voix s'est élevée. « C'est dangereux ce que tu fais. » J'ai bondi en arrière en voyant Gale apparaître derrière un arbre. Il devait m'observer depuis un moment. Il n'avait que 14 ans, mais il faisait déjà un bon 1,80 m, et il avait l'air d'un adulte à mes yeux. Je l'avais croisé dans la veine, ainsi qu'à l'école, et en une autre occasion. Il avait perdu son père dans le même coup de grisou que celui qui avait emporté le mien. En janvier, je l'avais vu recevoir sa médaille du courage à l'hôtel de justice. Encore un orphelin. Je me souvenais de ses 2 petits frères cramponnés à sa mère, dont le ventre arrondi annonçait qu'elle allait accoucher très bientôt. « Comment tu t'appelles » m'a-t-il dit en s'approchant pour décrocher le lapin du collet. Il en avait 3 autres pendus à sa ceinture. « Katniss » ai-je répondu d'une voix presque inaudible. « Eh bien, Katnip, le vol est punissable de mort. Tu n'es pas au courant ?»« Katniss » ai-je répété plus fort. « Et je n'étais pas en train de te voler. Je voulais juste jeter un coup d'œil à ton collet. Je ne prends jamais rien dans les miens. » Il m'a dévisagé en fronçant les sourcils, guère convaincu. « Alors d'où sort cet écureuil ? Je l'ai tué avec ça. J'ai fait passer mon arc par-dessus mon épaule. » J'utilisais encore le petit que mon père avait fabriqué exprès pour moi, mais je m'entraînais avec le grand chaque fois que je le pouvais. J'espérais être en mesure d'abattre du gros gibier au retour du printemps. Le regard de Gale s'est posé sur l'arc. « Je peux voir ?» Je le lui ai tendu. « N'oublie pas, le vol est punissable de mort. » C'est la première fois que je l'ai vu sourire. Il a perdu son air menaçant pour devenir quelqu'un qu'on avait envie de connaître.
mais il s'est écoulé plusieurs mois avant que je lui sourie à mon tour. Nous avons parlé chasse à ce moment-là. J'ai laissé entendre que je pourrais peut-être lui procurer un arc s'il avait quelque chose à échanger. Pas de la nourriture, je voulais apprendre. Pour être capable de tendre mes propres collets et accrocher moi aussi plusieurs lapins à ma ceinture en une journée. Il a répondu qu'on devrait pouvoir s'entendre. Au fil des saisons, nous avons partagé notre savoir-faire, nos armes, nos endroits secrets, afin de trouver des prunes sauvages ou des dindons. Il m'a appris à tendre des collets et à pêcher. Je lui ai montré les plantes comestibles et j'ai fini par lui donner l'un de nos précieux arcs. Et puis un jour, tout naturellement, nous avons formé une véritable équipe, qui se partageait le travail et les prises, qui veillait à ce que nos deux familles mangent à leur faim. Gale m'apportait un sentiment de sécurité que j'avais perdu depuis la mort de mon père. La camaraderie a remplacé les longues heures solitaires dans les bois. Je suis devenue meilleure chasseuse avec quelqu'un pour couvrir mes arrières. Je n'avais plus à regarder constamment derrière moi. Mais Gale s'est révélé bien plus qu'un partenaire de chasse. Il est devenu mon confident, à qui je confiais des choses que je n'aurais jamais osé formuler à l'intérieur du grillage. En échange, il me faisait aussi des confidences. Quand j'étais dans les bois avec Gale, par moments, je me sentais presque heureuse. Je l'appelle mon ami, mais depuis l'an dernier, ce mot est presque trop faible pour dire tout ce qu'il représente pour moi. La nostalgie me submerge. Si seulement il pouvait être là. Sauf que, bien sûr, ce n'est pas ce que je voudrais. Je ne tiens pas à le voir dans l'arène, où il mourrait en quelques jours. C'est juste qu'il me manque. Et je déteste me retrouver seule. Est-ce que je lui manque, moi aussi? Sûrement. Je repense au 11 qui s'est affiché sous mon nom la veille au soir. Je sais exactement ce qu'il m'aurait dit. Eh ben, il y a encore des progrès à faire. Et il m'aurait adressé un sourire que je lui aurais rendu aussitôt. Je ne peux m'empêcher de comparer ce que je vis avec Gale et ce que je fais semblant de vivre avec Pita. J'ai toujours confiance dans le premier, alors que je ne cesse de douter du second. Mais la situation n'a rien à voir. Gale et moi avons été poussés l'un vers l'autre par un besoin de survie mutuelle, alors que Pita et moi savons que notre survie dépend de la mort de l'autre. Difficile de surmonter ça. Effie frappe à ma porte en me rappelant que j'ai une autre grande journée devant moi. Demain soir, nous serons interviewés à la télé. J'imagine que toute l'équipe a du pain sur la planche pour nous préparer à l'événement. Je me lève, prends une douche rapide, en faisant un peu plus attention aux boutons que je presse cette fois-ci, puis je me rends dans la salle à manger. Pita, Effie et Mitch sont déjà à table, en train de discuter à voix basse. Ça m'étonne un peu, mais la faim l'emporte sur ma curiosité et je vais remplir mon assiette avant de les rejoindre. Le ragoût d'aujourd'hui contient de la viande d'agneau et des pruneaux, parfait sur un lit de riz sauvage. J'ai englouti la moitié de mon assiette quand je me rends compte que plus personne ne parle. J'avale une grande rasade de jus d'orange et je m'essuie la bouche. Alors, quoi de neuf? Vous nous préparez pour l'interview aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, confirmait Mitch. Pas la peine d'attendre que j'ai fini, vous savez. Je peux écouter et manger en même temps, dis-je. C'est-à-dire qu'il y a un léger changement de programme, expliquait Mitch, concernant notre approche actuelle. Comment ça? J'ignorais que nous avions une approche actuelle. Le dernier conseil dont je me souvienne consistait à paraître médiocre par rapport aux autres tribus. Et Mitch hausse les épaules. Pita a demandé à se faire conseiller séparément.